ce n'est rien, juste une pression en baisse, ce n'est rien, on ne va pas crever, non, ça va passer. Ce n'est rien, tout va bien, on est presque arrivé, tout va bien, on va couper à travers champs, allez, viens. Tout va bien, ce n'est rien. Tout va bien, tout va bien, ce n'est rien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Atela Brianca en direct sur Facebook Live. Il est 19h passé de 3 minutes, juste le temps avec mon invité de régler quelques micros. Normalement, vous devez entendre bien. Comme vous avez vu, j'ai abandonné le micro perche pour un micro qui est juste devant. Vous allez voir tout ça. Normalement, on est bon. Vous voyez déjà dans l'écran, on en parlera tout à l'heure, les annales 2020 de la Roya Bevera avec son supplément. On va en parler avec notre invité, il est là. Voilà, on va passer tout de suite en double écran avec notre invité, donc Monsieur Michel Braun. Le voici, Monsieur Michel Braun, bonsoir. Oui, bonsoir Amédée. Alors, vous êtes éditeur, bien entendu, on vous connaît en tant qu'éditeur des éditions du Cabri. Oui. Voilà. Vous êtes également secrétaire de l'écomusée du Train des Merveilles et également de l'association Via Europée. Effectivement. Voilà. Oui, allez-y. Non, je vous en prie. Ah non, j'ai toujours été passionné par tout ce qui concernait la mémoire de notre vallée de la Roya et donc effectivement, j'anime plusieurs associations. Voilà, donc c'est à ce titre ce soir que nous vous invitons. Oui, vous avez aussi des fonctions municipales, mais ce soir... Dans la minorité maintenant. Ouais, vous en avez eu pendant 6 ans, dans la majorité. Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais ce soir, ce n'est pas... non, pas du tout, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet ce soir. Peut-être on aura l'occasion un jour de vous voir intervenir à ce propos. Alors, je vais, comme je le fais chaque soir avant que nous entamions notre petite conversation, dire bonsoir à tous nos amis. Déjà, une quinzaine de personnes. Nabila est là, bonsoir. La vie est pleine de paillettes. Oui, tu as raison, Nabila. Marie-Laure est avec nous, Chantal est également avec nous, Karine. Yvette, bonsoir. Bonsoir à vous. Monsieur Michel Braun, la tempête Alex, bien sûr, 2 octobre dernier, qui a eu des effets, comment on pourrait qualifier ça psychologiquement déjà, c'est dur. Voilà, pour beaucoup de gens. Voilà, des effets sur. On va parler, on va rester sans parler de la psychologie et de tout ce qui s'est passé dernièrement. Des effets sur les transports. Sur tout ce qui est communication, mobilité, etc. Transport, voilà. Ça a été le principal problème. Ça a été le principal problème. Plus de 50 km de route dans la Roya. Ah oui, tout à fait. Sur les 70 ou 80 en tout dans les vallées. 50, c'est-à-dire que... Et surtout, le tunnel de Tende qui est bloqué, la route de Ventimille qui est toujours bloquée. Enfin bon, c'est vrai que c'est quelque chose de catastrophique parce que la vallée de la Roya a toujours vécu quand même quelque part, a toujours eu une économie liée au passage. Ouais. Donc, en plus du Covid, donc c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas facile. De mémoire d'homme ou de mémoire d'historien, malheureusement, Monsieur Botton nous a quittés cette année, cet été. De mémoire d'homme, vous l'avez bien connu, vous avez écrit avec lui. Pas mal de bouquins, oui. Vous l'avez aidé. On a aidé, oui. Voilà. Oui, c'est un petit peu le travail d'un... Comment dirais-je, d'un éditeur comme moi, c'est-à-dire qui a un petit caractère artisanal, c'est-à-dire d'aider des gens à s'exprimer à
travers leurs écrits. Et c'est vrai que c'est un travail qui est toujours passionnant. Et puis on établit des liens très étroits avec Oui. toutes ces personnes. Mais bon, on va revenir maintenant. De peut-être- mémoire de Bréois, de mémoire de Royas, que ça Alors, n'est jamais... Ce que je vais dire, c'est peut-être un petit peu prétentieux. Je sais que c'est difficile à exprimer. Mais beaucoup de gens ont été choqués, effectivement, le 3 octobre au matin. Mais personnellement, pour moi, c'était une évidence parce que j'ai tellement vu de photos, puisque je dois avoir à peu près dans mes archives 100 000 scans de photos sur la vallée de la Roya, de photos d'inondation. 1926, il s'est passé exactement la même chose. Mais moi j'ai vu ces photos-là également, mais il m'apparaissait pas. Alors vous allez dire, il faut peut-être être là sur place pour le voir ou pour le croire, mais ça m'apparaissait pas aussi important que ça l'a été cette fois-ci. Je pense qu'en 1926 et aussi en 1914, les volumes d'eau étaient plus ou moins comparables. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une urbanisation qui a été plus forte. Et surtout pour Braille, ce qui s'est passé, je ne sais pas si les gens ont à l'esprit la vieille photo du pont qui relie le village donc à la poste. Oui. Avant-guerre, ils avaient eu la sagesse de faire un pont avec une seule poutre qui allait d'un bord à l'autre de la rivière. Et il avait par-dessus un système un peu comme les ponts suspendus en béton. C'est-à-dire que l'eau pouvait s'écouler très facilement en dessous. Ce qu'il y a, c'est qu'en 1945, quand ils ont reconstruit, 46, 47, ça, ils l'avaient oublié. Donc, ils ont refait des ponts avec des piles. Et ces piles, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont bloqué, on appelle ça un emblacle. Oui, l'emblacle, les emblacs, oui. Ils ont bloqué tout ce qui était tronc d'arbre. Et c'est pour ça que le village a été inondé. Bien sûr. Mais si le pont avait été à l'ancienne... Ou s'il avait cédé. Oh non, ça pouvait passer en dessous. Si le pont avait cédé, on n'aurait pas eu cette crue. On a quand même 11 ponts qui ont cédé Oui, dans tout à la Roya. fait. Oui, Si le pont Charabot avait cédé, l'ampleur de la crue n'aurait pas été aussi importante. Alors là, il y a aussi quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément d'eau qui est arrivée par le vallon donc, qui descend du col de Bruys. Hein. De la Lavine. La Lavine. Voilà. Voilà. Oui. La Lavine et la Maglia aussi ont charrié énormément. J'ai fait une fois des photos à Fontan, à Saorge, qui étaient très spectaculaires. C'est-à-dire que l'eau qui descendait du vallon qui est avant Fontan. De la Chèvre, hein? Non, de l'autre côté. La Chèvre, c'est de l'autre côté, oui. Oui. Il était d'une couleur brune, Oui. et il avait une telle violence qui bloquait l'eau de la Roya, qui était montée à ce moment-là au niveau de la route. Et là, j'ai aussi l'impression, à un moment donné, qu'il s'est passé un peu la même chose. C'est-à-dire que l'eau qui descendait de la Lavine a aussi bloqué l'eau qui descendait de la Roya. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné, la Lavine, hein, c'est au matin, hein, donc on était un peu allé se promener, malheureusement, pour faire quelques photos, comment dire, le travail de correspondant oblige. C'est ce qu'a charrié la Lavine. Il y avait des pierres qui avaient la taille d'un camion à côté de la poste. C'était impressionnant. La force de l'eau, c'est colossal. Ah ouais. Alors donc, si le pont, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, on connaît l'histoire, si le pont avait cédé, l'ampleur aurait été moindre, il y aurait plus de... Je pense que ça ne serait pas passé sur la place. Ça ne serait pas passé sur la toute place. cette boue sur la place. Enfin, c'est une impression. Maintenant, vous savez, il faut s'adresser à des spécialistes qui Bien font sûr. des modélisations. Vous vous êtes adressé à des spécialistes, notamment pour les annales... alors, les annales de la Roya Bevera, hein, que vous avez... c'est un magazine... un magazine annuel. Hein, Alors, ce dont on parle aujourd'hui, je précise quand même que ce sont des choses qui sont réalisées dans un cadre associatif. Bien sûr. Aussi bien les bouquins que le OPI, c'est fait dans le cadre de l'association donc de l'écomusée, et les ventes, le bénéfice des ventes va à cette association. Vous l'avez retardé exprès pour il a faire été livré le 2. Voilà, c'est ça. On l'a reçu le 2 octobre. Alors avant, on faisait un magazine tous les 3 mois de 20 pages. Et puis c'était un peu lourd au niveau des abonnements, etc. Donc j'ai pris le parti de faire des annales, c'est-à-dire
un numéro qui fait 80 pages, une fois par an seulement. Une fois par an. Et donc, j'ai tout bloqué, on a tout bloqué, et on a sorti un petit... Le petit fascicule, fascicule, voilà, l'encart. qui est distribué gratuitement avec les... Avec, je vais le montrer aussi. Où on a essayé... Voilà. Alors, il y a tas de gens sympathiques de toute la vallée qui m'ont confié gentiment leurs photos. Oui, bien sûr. Pour garder la mémoire. Pour garder Très la important, mémoire de hein. cet événement. Et si vous voulez regarder, par exemple, l'espace qu'il y avait autrefois pour permettre à l'eau de s'étaler. Là, on est du côté du camping, c'est ça? Là, on est du côté du camping. On est donc, sur il y a le- aussi un excès d'urbanisation. Oui, 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 tout à fait. On est sur la promenade Goulden, hein, à peu Voilà. près, hein, c'est ça. Hein. Alors, retardé donc pour permettre hein, de... Et d'ailleurs, en le lisant, vous avancez, vous n'avancez rien du tout. Vous avez consulté des experts. Ah oui, oui, il y a déjà voilà. une association à Nice qui s'appelle Météo 06, Voilà. qui ont vraiment, qui ont eu la gentillesse aussi, parce que c'est vrai que tout ça, c'est tous des copains, des gens sympas qui donnent un coup de main. Et ils ont vraiment décrit comment ça s'est passé. C'est-à-dire que vous avez une explication scientifique du Oui, cataclysme. Voilà. Voilà, non, parce que Ils expliquent clairement comment les choses se sont déroulées. dans ces comment dire, dans ces catastrophes-là, on entend bien sûr toujours tout et n'importe quoi, bien entendu. Hein. Alors, on va pas citer tout ce que... Ah non, mais je vais être tout ce direct. qu'on a Depuis que je suis à entendu. Bray, j'ai dû entendre parler 12 fois du barrage de Saint-Albas. Voilà, le barrage, le fameux lâcher du barrage des Mèches. On a entendu le curage du lac qui n'avait pas été... Ah, ça, c'est peut-être pas, à mon sens, effectivement, ce curage du lac qui, je le rajoute, est de la responsabilité d'EDF. d'EDF, tout à Mais fait. Hein. EDF avait eu des soucis avec la police de l'eau, je pense. Là, je ne sais pas si c'est la police de l'eau. Il y avait un problème au niveau de la protection des écrevisses à pattes blanches, notamment. Hein, Oui, mais me ils sont semble-t-il. plus, c'est pas... Ah ben ça, c'est terminé. Mais bon, maintenant, après, on peut faire que des suppositions. Même en faisant des suppositions, même avec un curage du lac un petit peu, un manquement à Les ce volumes curage. étaient Les tellement volumes étaient terribles voilà, et c'est ça. terrifiants que... Une chose, je sais pas si vous en parlez, j'ai pas retenu. Moi, je l'ai entendu dire, c'est la force des vents qui remontait le long de la Roya et qui ont fait un phénomène de c'est étonnant, hein, qui ont empêché en quelque sorte l'eau alors, je vais essayer d'expliquer mieux ça. Le vent, la force des vents, en remontant la Roya, ont quelque part empêché l'eau de s'écouler normalement avec les sautes de vent, et ça a fait des vagues. Non, ce qu'ils expliquent bien là, c'est qu'en fait, il y a une conjonction de la chaleur excessive qu'il y avait à ce moment-là, qui n'était pas de saison. Ouais. Il faisait pas suffisamment froid pour que l'eau en haute montagne se transforme en neige. En neige. Donc voilà. Je vois qu'il y a des gens qui posent des questions. Ah, Alors, il y a oui. un monsieur Lorenz qui me demande si j'ai connu monsieur Boots, effectivement. J'avais diffusé son livre qu'il avait fait sur la vallée de la Roya. Et j'ai bien connu le regretté monsieur Boots, qui était un monsieur passionné par notre vallée, d'origine suisse, et qui est malheureusement décédé. D'accord. Alors, c'est vrai que vous passez votre temps vous passez votre temps, excusez-moi, ça fait un petit peu... Non, je passe mon temps en France. Oui, mais vous allez régulièrement... Mes enfants sont installés en Suisse. Voilà, c'est ça. Voilà, et mon grand... On va rentrer dans le détail. Ouais. J'ai pas de compte en Suisse, mais par Non, contre... oh là là, loin de moi cette idée. Mais par contre, oui, de par mes grands-parents, j'ai la double nationalité. Voilà. Et je suis né à Menton. D'accord. Il y a une anecdote, je ne sais pas si vous pouvez, vous me l'avez raconté, donc je me permets, c'est l'anecdote de Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez travaillé avec lui. Oui, c'est peut-être pas le sujet de la conversation. Non, bah, c'est juste marrant, son livre. je trouve ça C'est marrant. un monsieur qui s'intéresse au train et qui, mais c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Fermons la parenthèse. Non, mais il a une petite... Il a fait un livre sur petite- le train qui va de Perpignan à Villefranche, Voilà. et qui se continue et qui s'appelle le train de Cerdagne. C'est Voilà. un monsieur qui effectivement, je pense, quelque part,
Si vous voulez, maintenant, on va revenir un petit peu à la veille de au chemin Non, mais de c'était fer. juste pour faire une transition sur les petites lignes. Voilà, tout Oui, simplement. les petites lignes. Sauf que notre ligne de la Roya, dans mon esprit, n'est pas une petite ligne, c'est le Nice-Turin, qui relie le Turin, la région du Piémont, qui est à 4,5 millions d'habitants, et la Côte d'Azur et la Riviera, où on approche des 2 millions si on les met ensemble. Donc, qu'une ligne de chemin de fer n'arrive pas à fonctionner entre deux territoires qui sont aussi liés entre eux que le sont ces régions, c'est un non-sens. Oui. Et effectivement, ce qui s'est passé, ça a été un choc psychologique intéressant. Quand je qualifie la ligne de petite ligne, elle est devenue par la force des choses, c'est-à-dire par le fait qu'on a descendu les vitesses à Voilà. 40 km/h, par le fait qu'on a supprimé, et encore il y a quelques temps, Si vous me allez-y, permettez, développez. je vais essayer de faire un petit historique. Allez-y. En fait, cette ligne de chemin de fer, depuis qu'elle existe, elle a commencé en 1858, les travaux, on le rencontre dans le premier volume. Cette ligne de chemin de fer a toujours subi les aléas des relations franco-italiennes. Alors, quand la convention liée à sa reconstruction a été signée en 1970, là j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'archives du ministère des Affaires étrangères. On voit très bien qu'il y avait à ce moment-là des discussions un peu compliquées. La Banque de France avait des lingots à l'Italie, etc. Donc, on terminait les négociations de la fin de la guerre. Et la France avait dit tout simplement, écoutez, cette ligne de chemin de fer, elle ne nous intéresse pas. Donc, on la donne en concession à l'Italie qui en fait ce qu'elle veut. Et puis, à un moment donné, il y a certains fonctionnaires qui se sont dit, au ministère de l'Intérieur en particulier, attention, tendez la brigue, ne sont français, à ce moment-là, on était en 1970, ne sont français que depuis une quinzaine d'années, 25 ans. Si on fait venir un nombre de fonctionnaires pour exploiter cette ligne de chemin de fer italien important, ça risque de déséquilibrer un petit peu, ça va créer des soucis. Donc ils ont trouvé une solution qui est bâtarde, c'est-à-dire ils ont dit voilà, la SNCF continue à entretenir et exploiter cette ligne, mais c'est l'Italie qui paye. Oui. Et le problème est vite apparu, c'est-à-dire que les Italiens n'ont pas les mêmes règles qu'en France, au point de vue sécurité, au point de vue exploitation des lignes. Donc il y a eu des litiges sur les factures. Ces litiges se sont enflés, ça a duré des années. Et il est arrivé un moment, en 2000, autour de 2010-2012, où la SNCF, en tant qu'entreprise, est allée faire concurrence en Italie au TGV des Ferrovie dello Stato et de Trenitalia. C'est-à-dire ils ont investi dans une société privée avec des industriels italiens pour faire concurrence à Trenitalia. À ce moment-là, le patron de Trenitalia il a dit attendez, s'ils nous gonflent en venant faire concurrence chez nous, on ne va pas leur faciliter la vie. Bien Donc sûr. à partir de ce moment-là, il y a eu des soucis en gare de Ventimille pour l'accès des trains français et il y a eu des soucis sur notre ligne où ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on ne paye plus. D'accord. Donc là, c'est enclenché la spirale infernale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français, ils ont dit, oh ben attendez, nous, on n'a plus d'argent pour entretenir cette ligne, donc on met en sécurité, on met à 40 à l'heure, comme ça, on n'a pas de risque. La région Piémont, il y avait quand même 12 allers-retours. Qui sont descendus à... Ils sont descendus à 2 allers-retours. À 2 allers-retours, oui. Voilà, donc 40 à l'heure, 2 allers-retours, il n'y a plus de correspondance. Même les trains italiens qui descendent à Ventimille, il n'y a pas de correspondance vers la Riviera, vers San Remo, etc. Donc après, vous en avez qui ont commencé à dire, oui, mais attendez, il n'y a plus de voyageurs dans ces trains. Bon. Et forcément, on rentre dans une spirale où... Voilà. Et alors là, les associations... Si c'est plus rentable, voilà. on oui, élimine. mais bon... la rentabilité, c'est une notion complexe. Tout dépend des chiffres qu'on utilise. Alors pareil. là, il faut rendre hommage à toutes ces associations, les Amis du Rail à Nice, le comité Attende, franco-italien, etc., qui se sont vraiment battus. On a organisé pas mal de manifestations, etc. Et effectivement, depuis 1 an et demi, 2 ans, au ministère des Transports, la mentalité a un petit peu changé.
ils ont pris en compte les petites lignes et surtout, ils ont discuté avec les régions sur les répartitions de ces petites lignes. Vous savez qu'à une époque, il y avait des routes nationales partout. Et puis, la grande majorité des routes nationales ont été données aux départements, aux métropoles, etc. Et avec les chemins de fer, on est en train de faire la même chose aujourd'hui. Donc, par exemple, la région PACA, enfin on dit Sud maintenant, Sud PACA, a voté, il n'y a pas bien longtemps, Madame Boetti le saura mieux que moi, le principe suivant, c'est-à-dire qu'ils ont réparti toutes les lignes de la région en lignes essentielles à l'activité nationale, que l'État garde en charge à 100%, des lignes qui dépendent encore du contrat de plan État-région, donc qui vont être, on va dire, plus ou moins 50-50 entre la région et l'État, et les lignes qui sont 100% à la charge de la région. Précisons que pour le moment, il n'y a pas de mise en concurrence et que la SNCF Réseau reste l'exploitant de ces lignes. C'est uniquement au niveau des financements. Oui. Donc, Nice-Breil, où il y a un énorme problème au tunnel de Braus et qui va nécessiter une longue fermeture pour faire ces travaux, Nice-Breil reste dans le domaine 100% régional. C'est-à-dire que c'est devenu une ligne 100% régionale. D'accord. Cette nécessité de fermer la ligne pour, comme vous dites, pour de longs travaux, est-ce que ça remet en question l'après-tempête Alex, c'est-à-dire la nécessité de maintenir cette ligne? Souvent, on dit que le diable est dans les détails. Oui. Et voilà, donc avec des amis, différentes associations, on a fait un petit mémorandum qu'on a adressé un peu à tout le monde en leur disant n'oubliez pas que le détail, c'est que lorsque vous fermerez pour travaux la ligne de Nice à Breil, il faudra que la ligne de Breil à Ventimille soit déjà active et qu'il y ait là-dessus de des trains en nombre suffisant pour permettre aux gens de la Roya et d'ailleurs d'aller à Nice. Qu'il n'est pas que quelques bus. Voilà, on a essayé d'expliquer un petit peu comment, vu du terrain, on ressentait les choses en disant voilà, il faudrait peut-être que l'année prochaine il y ait des correspondances plus étroites, qu'il y ait des promotions spécifiques parce que la route ne pourra pas supporter beaucoup de gens. Non, bien sûr. Donc l'idéal ce serait d'augmenter la puissance du train des merveilles. Voilà. Donc on n'a pas terminé. Oui, alors, pardon. Nice-Breil. 100% région. Oui. La région se chargeant d'aller chercher des financements européens. Et là, nous avons, en tant qu'association, déjà rencontré la présidente de la commission de transfert du Parlement européen. Et après, alors la ligne de la Roya, il y a eu de très longues négociations. Et finalement, l'État et la région ont accepté de prendre 50% des futurs travaux à leur charge. Très bien. Alors, il y a d'ailleurs eu une petite polémique il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que quand les Italiens ont vu que la France s'engageait dans de grands travaux après la tempête Alex de réhabilitation de la voie, ils ont commencé à dire, mais attendez, la convention qui est en vigueur, elle dit que c'est à nous de payer. Donc, ils font des travaux, mais après, ils vont nous envoyer la facture. Heureusement, il y a eu une réunion de la commission intergouvernementale qui s'est tenue, sauf erreur de ma part, le 30 novembre. Et là, les Français sont arrivés en disant non. À partir de maintenant, entre Breil et Tende, la France accepte de prendre 50% des coûts à sa charge. Alors que jusqu'à présent, c'était 100% italien. Tout à fait. Donc là, la France prend 50% des coûts et ils ont même précisé que dans le cadre de la tempête Alex, il y avait 20 millions de votés de l'État. C'est cette fameuse convention qui est remise en question, la convention de 1970, c'est ça? Voilà, qui a été remise en question et donc remise à plat et renégociée ou voilà. en tout cas redistribuée. Les éléments liés à cette convention étaient déjà sur la table avant la tempête Alex. D'accord. La tempête Alex a facilité les choses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'ai été un petit peu cynique, et après on passera, on a déjà fait une demi-heure, donc on avancera sur notre sujet. J'ai été un peu cynique en disant,
voilà, après la tempête Alex, ça va durer 5 ans, et puis dans 5 ans, ils vont à nouveau fermer les gares, ils vont à nouveau réduire les trajets. Pour moi, c'était, enfin, je l'ai dit d'une façon cynique, hein, un éternel recommencement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la ligne, elle est sauvée? On peut jamais le dire. On va dire à 80%, oui. À 80%, elle est Mais sauvée. c'est le genre de sujet qui nécessite toujours Un combat. une vigilance permanente. Une vigilance, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, parce que vous avez les gens qui changent, et puis vous avez un type qui débarque et qui dit « Ah oui, mais cette ligne, c'est à 40 à l'heure, il y avait bien une raison, donc je vois pas pourquoi moi je changerais ça, et puis voilà. » Et on repart, d'accord. Les gens oublient, on repart. Donc... L'inscription dans le corridor européen, c'est essentiel, c'est important, j'arrive pas à me faire une idée en fait. C'est une façon d'obtenir des subventions européennes, mais on peut obtenir des subventions européennes d'autres façons qu'à travers le corridor européen. Les corridors européens sont des corridors surtout destinés au trafic fret. D'accord. Le fret, on en parle encore, il en est question. Alors après, je vous explique. Avec le col de Tende, j'imagine, qui n'est pas près de le tunnel, qui est pas près de Nice, Gondry. vous avez ils sont en train de construire le tunnel Turin, Oui. voilà. Mhm. Donc le fret, il passera par là. Pour moi, D'accord. la Roya n'a pas vraiment vocation à avoir un gros trafic fret. C'est un avis personnel. Oui, oui, bien sûr. Alors, je termine avec mon histoire de tout à l'heure. Donc, Breil, Tende, 50-50, c'est-à-dire 50 la France, 50 l'Italie. C'est ce qui se discute. Sur les 50 de la France, sauf erreur de ma part, il y a 50 et quelques de l'État et 48 et quelques de la région. Mais par contre, les sections qui vont de Tende à Limone et de Breil à Ventimille restent 100% à la charge de l'Italie. C'est pour ça qu'à ce jour, les travaux français ne concernent pas la partie basse. C'est-à-dire que vous avez un éboulement qui est au sud de Breil, au sud de Breil, qui n'a toujours pas été traité, voilà, parce que la SNCF, je pensais pour des questions d'appel d'offres, etc., ils font eux-mêmes les travaux. Oui, oui. Ils ont fait venir des équipes de partout. Donc là, ils n'avaient pas la disponibilité pour ce chantier supplémentaire. Et ce qui est inquiétant, c'est que les Italiens, RFI, ils ont regardé un petit peu la question et ils disent qu'il leur faut 4 mois de travail. Ouais. Donc il faudrait que ça démarre vite, quoi. Alors on a eu une première communication il y a 15 jours, 3 semaines, avec une ouverture totale, hein, je parle, de la ligne au 18 janvier. On sait maintenant, avec les travaux sur le pont à Arcature, notamment à Fontan, que ce sera certainement retardé. D'autant plus qu'il y a aussi des travaux sur le pont des Arches le pont des 4 Arches, c'est ça? Non, la date du 18 janvier, elle est toujours valable. Elle est maintenue avec les 3 semaines de travaux. La date du 18 janvier, elle a été donnée avant le problème avant qu'on décide les 3 semaines d'arrêt du. Alors, non, il y a 2 choses. Les 3 semaines d'arrêt, c'est là où, bon, c'est peut-être une information que les gens n'ont pas eue. Attention, scoop. Non, c'est pas un scoop, mais effectivement, début décembre, ils ont dit on arrête les trains à nouveau à Fontan pour faire 3 semaines de travaux tranquilles. Le problème, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de reprise du trafic sur Saint-Dalmas-de-Tende à la fin de la semaine prochaine, comme c'était initialement prévu. Oui, oui. Voilà. Mais par contre, le 18 janvier, pour le moment, ça fait toujours partie. Voilà. Parce qu'il y a des travaux sur le pont à Arcature, il y a des travaux à Saint-Dalmas-de-Tende, sur le quai provisoire, puisque le pont est en train d'être. Oui, mais ça avance vite. Vous avez. Aujourd'hui est arrivé à Breil un train de ballast qui va monter à Saint-Dalmas-de-Tende pour ballaster l'intérieur du tunnel. Après, vous avez quelques travaux du service électrique à faire également. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, moi je ne suis autorisé par personne. Je m'exprime en fonction des informations que j'ai. Bien sûr, en tant que peut-être informé. Je sais très bien que vous n'êtes pas un représentant de la SNCF aujourd'hui. Ça, et tout le monde le sait parfaitement. Par contre, vous êtes quand même un spécialiste. Vous connaissez non seulement cette ligne, vous la connaissez par cœur. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler tout de suite. Ça me fera une belle transition. Avec ce deuxième tome qui est paru cet été, les trains du col de Dole, le deuxième tome sur les 3 prévus. Voilà, c'est l'histoire de la ligne en 3 volumes.
Le premier volume, donc, c'est toute la construction de 1858 à 1928. Oui. On a fait ça à 3 avec José Banodo, qui est un monsieur qui s'occupe du train d'épines à Puget-Théniers, et Tout à Gérard de fait. Santos, qui est, Je vais prendre celui-là aussi, comme ça je le qui est montre. un collectionneur émérite. Voilà, ça c'est Après, le le tome deuxi- 1. Voilà, le second volume, c'est de 1929, c'est-à-dire l'inauguration à 74. C'est-à-dire là où on a commencé les travaux de de reconstruction. reconstruction. Et le troisième volume, ce sera la reconstruction jusqu'à la période contemporaine. Et donc, il y aura dans le troisième volume, vous avez déjà prévu une Oui, bah oui. Mais avant, je disais de modifier vos plans avec sur la humour tempête à lettres. qu'il allait aller de 1975 à la fermeture. Mais là, je charge mon fusil d'épaule. Et donc, Non, je voudrais. On parlait tout à l'heure du trafic fret. Il y a quand même une chose que je regrette parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Vous savez, il y a des tas de gens à la SNCF et au ministère des Transports qui sont des gens passionnés. Et quand ils ont vu ce qui est arrivé, ils ont pris la question à bras-le-corps. mhm. Il faut rendre hommage aux cheminots du terrain qui se sont défoncés vraiment. Il y en a qui ont travaillé, il ne faudrait pas trop le dire, mais 3 semaines sans prendre de congé pour pouvoir continuer avec leur drésine à alimenter Saint-Dalmas-de-Tende. Un travail formidable de titan a été fait. Ça, Voilà, il y et a- ça sans a aucun vraiment. Mais puis les gens de la gare de Braille aussi, hein, qui s'occupent de l'exploitation. Enfin bon. Et au niveau national, il y a des gens passionnés par leur travail, qui se sont emparés de ces dossiers. Et en particulier, il y a des gens à Fret SNCF qui, de suite, avaient mis en place la possibilité d'alimenter Tende en train fret par l'Italie. Mhm. Donc, il y a même des quais qui ont été installés récemment à Saint-Dalmas-de-Tende, à Tende. Enfin, pas des quais, des rampes pour Des pouvoir rampes, ouais. voilà, descendre des camions. Mhm. Des wagons ont été approvisionnés. Et là, ces jours-ci, il y a une locomotive italienne qui est venue faire des essais jusqu'à Saint-Dalmas et elle recircule. D'ailleurs, demain, c'est une machine seule pour faire la formation du personnel. Ce qu'il y a, c'est que bon, la desserte de Tende par l'Italie en gasoil, en matériel lourd, etc., et une desserte légère, 1 ou 2 fois par jour de transport de voiture entre Vieola et Limone, c'est entre 25 et 40 000 euros par semaine. Je fais ça à la louche. Oui, oui. Et malheureusement, bon, les gens de Fret SNCF n'ont trouvé d'accueil favorable à leur proposition nulle part. C'est Alors, dommage parce que... quand je compare ça au coût des hélicoptères... Oui, mais c'est évident. Après, les hélicoptères ont pu passer à peu près n'importe où au moment où on en avait besoin. Tout à fait, ce qui tout n'a à pas fait. été le cas immédiatement. Bien qu'ils aient fait vite, attention, en moins de 8 jours, on avait déjà un premier accès à Fontan. Oui, même avant, Disons, un accès sûr Voilà. pour le fret et les voyageurs. Par Et en contre, 10 jours, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, je crois que toute la hiérarchie d'SNCF Réseau, directeur régional M. Touati, ou à la direction nationale, ces gens-là ont vraiment pris à bras-le-corps la question de notre la ligne de problématique, chemin de fer, bien sûr. Parce qu'avec ce qui est arrivé, c'était du pain béni pour ceux qui voulaient la fermer. Ça aurait pu être le risque, ça aurait pu faire l'effet inverse. Voilà. C'est-à-dire, je pense qu'ils auraient peut-être eu une révolution sur les bras quand même. Hein. Oui, mais c'est le genre de chose qui est arrivé partout. oui. Je peux vous citer des dizaines de lignes en France qui ont été fermées parce que il y a un petit souci sur un viaduc ou un train qui déraille. Bien sûr, voilà. j'avais discuté avec M. Jean Lassalle, le député, par rapport à la ligne Pau-Confront. C'est la même chose, ils ont eu le même souci. Et ils Un ont- train qui a déraillé sur un pont et C'est on ça. n'a jamais fait les travaux Tout et à la fait. ligne a été Ouais, fermée. ouais. Bien, les enjeux pour l'avenir, c'est donc le retour aux 80 km/h, certainement. Oui, oui, oui. Et là, il faut insister parce que la SNCF avait quand même dit on met cette ligne, on réduit la vitesse à 40 à l'heure parce que nous n'avons pas de financement pérenne pour assurer son entretien. Dès l'instant où la convention va être signée, où tout va bien, je ne vois pas pourquoi à certains endroits cette vitesse ne pourrait pas être rétablie. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est bien sûr de pouvoir rallier le littoral et d'avoir un passage de 10, 12... Braille, 20 000. Alors là, la région pilote, parce qu'il Pardon. faut bien voir les responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait, SNCF Réseau s'occupe des voies,
Mais Breil, Tende, les trains sont de la responsabilité de la région. C'est la région qui décide le nombre de trains, le nombre de gares, voilà. Bien sûr. S'il y a des contrôleurs dans les trains ou non, voilà. Ça, c'est de la compétence de la région. Et les trains qui passent en transit sont de la compétence de la région Piémont, D'accord. jusqu'à Ventimille. Alors, la région Piémont a annoncé que actuellement, ça passerait de 2 à 3 ou 4 trains lorsque la voie ferrée serait rétablie jusqu'à Ventimille. Donc, c'est pour le printemps prochain. Et lorsque la vitesse sera remontée à une vitesse normale, à ce moment-là, ils en mettraient 8. Bon, ça, ce sont les déclarations. Oui. Il y a des campagnes électorales régulièrement des deux côtés de la frontière, donc ça va, Bien sûr. ça vient. Oui. Mais les intentions sont là. Je pense que il faut soutenir ceux qui Bien sont sûr. partants pour... Donc, la première, la vitesse. Ensuite, la desserte. Touristiquement, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait ou est-ce qu'on va faire tout ce qu'il faut pour valoriser ce train? Je prends juste un exemple que j'ai vécu. Lors des travaux, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, entre Breil et Tende, le train des merveilles s'arrêtait ici, à Breil, et n'allait pas au-delà. Les exploitants, je ne sais pas qui, ceux qui, on va dire, les guides touristiques du Train des Merveilles ont sauté sur l'occasion en disant on ne peut plus aller jusqu'au musée des Merveilles, on va faire visiter Breil aux personnes. J'ai fait partie de l'association qui faisait visiter le moulin le matin et tout ça, avec beaucoup de promesses, et quand les travaux sont repartis, on ne les a plus revus. Voilà. Alors ça, c'est un problème du Train des Merveilles. C'est-à-dire les gens, ils payent 15 €, ils veulent aller jusqu'au bout, quoi. Ça, Donc, c'est la difficulté. D'accord. Alors, effectivement, l'année prochaine, en 2021, l'été prochain, il n'y aura pas une route dans un état suffisant, il n'y aura plus le passage, donc il faut trouver des idées. Là, j'ai quand même entendu des fonctionnaires qui racontaient une petite musique qui me plaît pas trop. C'est-à-dire du style, c'est quand même, non, il ne faut pas qu'on montre une image dégradée du territoire de la Riviera. En même temps, de toute façon, les hébergements ne seront pas Flores sur le... Non, mais il faut justement, il faut que les fonctionnaires qui sont là nous aident à trouver des idées. Les idées, c'est simple. Il faut par exemple que les gens qui font le Train des Merveilles, qui animent le Train des Merveilles, qui sont payés d'ailleurs par la région, c'est un budget régional, certains jours, peut-être l'après-midi, prévoient de faire des visites de villages inclus dans le billet. Donc, est-ce que le fait par exemple, moi j'ai un attrait pour cette ligne, j'ai découvert à travers vos livres, bien entendu, à travers ce que vous m'en avez parlé et ce que les autres m'en ont parlé, il y a architecturalement, c'est un exploit. C'est un patrimoine. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu appuyer là-dessus aussi en leur disant, il y a deux choses. Ce pont, ce tunnel, il est idéal pour prendre cet exemple-là. C'est un non-sens, parce que vous savez, j'ai fait des bouquins avec pas mal de compagnies de chemin de fer suisse. Mes enfants y travaillent d'ailleurs, j'ai 2 de mes enfants qui travaillent au chemin de fer suisse, et c'est insensé qu'on n'utilise pas plus. On valorise pas ce patrimoine-là. Voilà, c'est dramatique. Vous avez des trains complets, bon maintenant un peu moins parce qu'il y a le Covid, mais vous avez des Japonais, des Chinois, des gens de Singapour. Là vous avez les gens, vous savez, vous avez un train qui fait Orient Express, c'est une compagnie anglaise qui trimballe les gens de Londres en train de luxe jusqu'à Venise. Je sais, là, ils ont mis sur une péniche 2 wagons de luxe, une machine à vapeur. Ils font une exposition itinérante à Singapour. On pourrait Japon, on peut tout imaginer. On pourrait imaginer des croisières sur rail, un peu, en partant d'Allemagne, en descendant 3-4 jours. Vous n'avez pas, étant donné que vous avez tellement de gens différents qui s'occupent de cette voie ferrée, SNCF Réseau pour la voie en France, RFI en Italie, certaines parties dépendent de la région Piémont, d'autres, la région Ligurie, elle n'a pas vraiment compétence dessus, mais bon, ils donnent aussi leur avis. PACA, ils donnent aussi ces gens-là,
n'ont jamais vraiment travaillé ensemble à une promotion de l'axe. Ça passe par quoi? Par un consortium C'est une question d'être humain. C'est une question de volonté. Alors, on d'être peut aller humain. très loin, on peut décider aussi qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la création d'un GECT, Groupement européen de coopération territoriale, pour exploiter, animer cette voie ferrée. Mais on peut y faire, vous savez, des bonnes volontés, il y en a partout. Demain, vous avez un train du Père Noël, c'est une association du Var. Je sais, ils De arrivent bénévoles demain. qui demain dimanche, après-midi, c'est dimanche vient voilà, amener des cadeaux aux enfants de Breil. Ces gens-là, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils sont venus d'innombrables fois avec des vieux trains historiques. Côté italien, la fondation FS, ils peuvent venir avec des trains à vapeur. Tout ça, ça fait venir du monde. Ça Bien remplit sûr, les ouais. restaurants. Ça... Est-ce que c'est pas à nous, citoyens de la Roya, habitants de Breil, association de Breil, aussi à peut-être un petit peu prendre en main les choses et forcer un petit peu le verrou? Oui, encore faut-il que... Qu'on nous laisse faire. Ou qu'on nous laisse... Oui, parce que c'est une vieille habitude française. Je Ouais. crois que les fonctionnaires, les élus, ils aiment bien garder la main sur les budgets qu'ils ont à leur disponibilité, à leur disposition. Et ça n'aime pas trop. Ça n'aime pas trop déléguer, ça n'aime pas trop. Et je pense qu'ici, vous avez quand même un engouement extraordinaire. Je ne sais pas si les gens ici ont bien compris, mais il y a eu en Italie, il y a un organisme qui s'appelle la Faille. C'est une fondation J'allais voilà, y venir. qui correspond, on va dire pour les Français, c'est à mi-chemin entre Stéphane Bern et Nicolas Hulot, Oui. qui s'occupe d'environnement dans le sens large, patrimonial, etc. Le fond C'est de déjà- l'ambiance italienne. Voilà, c'est des gens très bourgeois, très, qui ont une très bonne notoriété dans tous les milieux politiques. Et ces gens-là, chaque année, ils font un sondage auprès de la population italienne. Votez sur Le lieu du cœur. votre lieu du cœur, votre patrimoine que vous avez envie cette année de mettre en défendre. évidence. Mhm. Il y a eu à peu près 80 lieux qui se sont portés candidats. Oui. Il y a 50 000 personnes qui ont voté pour la ligne 57 000. 57 000 qui est au arrivée 15. première. Voilà. C'est-à-dire avec, que- avec encore des bulletins papier à. Oui, à donc c'est dépouiller. quand même quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est C'est-à-dire formidable. qu'en Italie, voilà, parce que il suffisait pas d'un clic. Il fallait s'inscrire, donner son adresse mail. Bien sûr. Après, les logiciels, ils vérifiaient que les gens Ne faisait avec- pas de voilà, doublons ou ne des choses comme faisaient ça. pas de Oui, oui. doublons, etc. Alors, Donc- ce qui est formidable d'ailleurs, c'est que ce vote-là, nous étions dans le trio de tête bien avant la tempête Alex. Bien avant la tempête. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas. Il y a effectivement qu'il y a un effet certainement tempête Alex, mais qui n'est pas un effet de massue qui ferait que parce qu'il y a eu une catastrophe dans la Roya, la ligne est arrivée. C'est vraiment un lieu du cœur. Les Ah oui, gens oui. sont vraiment Et puis, attachés vous à ce avez lieu-là. même un magazine touristique allemand qui a désigné les 10 plus belles voies ferrées d'Europe. Mhm. Et la ligne de la Roya est dans le lot. Oui. Avec des lignes prestigieuses comme le Glacier Express en Suisse, etc. Là, je vois qu'il y a une dame qui dit ah non, c'est super Justement, Corinne. on allait venir à toutes les questions parce que j'ai quelques. Alors moi, je peux remonter, vous pouvez pas remonter. Alors, on va vous faire ça de suite dès que j'aurai retrouvé le. Ben là, il y a une l'usage question. de ma Quelle souris. vocation pour la reconversion des gares désaffectées? Voilà. Oui. Ça, c'est un grand problème. Il y a des gens qui s'occupent de ça et qui cherchent à les vendre. Si vous voulez acheter la gare de Pianohaute, là, je crois qu'il n'y a personne qui en veut parce qu'il faut prendre en charge le pont qui Oui. supporte la gare. Donc, La gare de Saint-Dalmas, c'est. j'ai dit Saint-Dalmas Non, vous avez dit piano. Piano basse, pardon. Et Non. Saint-Dalmas, Saint-Dalmas, il y a eu un projet extraordinaire par une dame de Marseille, une architecte, qui avait fait de belles réalisations sur Marseille, et puis finalement, c'est pas arrivé au bout. C'est Mais, dommage. Parce que il y a on pourrait tout Et faire oui, là-dedans. oui. Hein. Personnellement, je suis dans la veille de la Roya depuis les années 80. Mhm. Ce que je regrette, c'est qu'on n'y ait pas fait le musée des merveilles. Le musée des Parce que merveilles, là- il y avait une volonté de le faire là?
Oui, oui, oui. Ah, je ne savais pas. Oui, 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 Mais oui. oui, ça aurait été une bonne chose. Puis Euh, l'ennui, c'est qu'avec les années, ces bâtiments se dégradent, quoi. c'est ça Il le n'y a plus de problème. chauffage, il n'y a plus rien, donc voilà. Les propriétaires sont la SNCF. Hein, C'est SNCF Réseau qui est propriétaire. Oui. D'accord. Et il y a, enfin, je sais pas, c'est peut-être des choses qu'il faudrait. Je pense qu'il faudrait réfléchir dessus. Oui, oui, oui. Après, bon, c'est toujours pareil. À Hein. Tarbes, bon, à Vieux-Vola, il y a des gens qui habitent. À Tarbes, vous avez la mairie qui a récupéré provisoirement, pendant qu'elle fait des travaux dans sa mairie, récupéré le bâtiment. Bon, Breil, la gare est occupée. La deuxième question de Florine, elle est Fontaine-Saorge, intéressante. il y a une colonie de vacances. La deuxième, enfin, la sous-question, qu'existe-t-il ailleurs en reconversion de gare? Est-ce que vous avez des exemples? Il y a tout qui existe. Il y a tout qui existe. Il y a des communes qui ont installé des offices de tourisme. Mhm. En Italie, ils les mettent à disposition des communes gratuitement. RFI, les communes signent des conventions et ils les prennent en charge. D'ailleurs, dans la gare de Robiland, j'ai des copains qui ont installé un musée du train aussi, qui est le pendant d'une autre à Breil. Des associations donc, peuvent s'installer également. En France, oui. L'écomusée ne pourrait pas obtenir le droit d'exploitation d'une gare pour. Ben, pour le moment, on a déjà fort à faire avec les Oui, voilà. oui, j'imagine bien. Alors, on a un projet pour l'année prochaine. Pourquoi Voilà, pas avec les gens qui ont les autorails dans le Var, ils peuvent venir ici. Mais c'est vrai qu'ils viennent souvent. Hein, chaque fois, les autorails sont pleins. Mais ils payent très cher pour... chaque fois, il faut qu'ils payent 3 000 € pour sortir de la ligne de Brignoles, etc., qui leur est affectée. Et c'est vrai qu'ils auraient besoin, à Breil, d'un endroit pour garer leurs autorails, les entretenir, etc. Et on a une demande qui devrait aboutir au mois de mars, de récupérer le hangar qui avait autrefois les résines. C'est celui qui est au fond... Non. Ah, Celui qui est à côté de l'écomusée. Celui qui est à côté de l'écomusée, d'accord. Où très bien. actuellement, la CARF s'est installée. La cave, c'est d'accord, très bien. Voilà. En parlant justement de ce coût, est-ce une raison, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle le train historique a été annulé lors des dernières festivités? C'était au mois d'octobre dernier, me semble-t-il. Alors, c'est parce D'octobre l'année dernière? Non, alors, c'était il y a plus une été avant. fois où il y a un train qui sur les trois, il y a non, on a fait 6 là en 2019. Oui, c'est ça, oui. Ils étaient en renouvellement de leur concession. D'accord. Donc ça n'a la rien à voir convention. avec le fait que... parce que c'était dommage de ne pas faire venir ces trains historiques, justement. Oui, surtout hein. que c'était financé, on avait des financements Voilà, c'est ça, européens, ouais. etc., pour les faire venir. Mais là, oui, effectivement. Alors, l'intérêt de ces trains historiques, c'est que vous partez et puis vous vous arrêtez dans les gares où vous voulez. Les trains réguliers vous doublent, vous calculez votre horaire. Vous pouvez prendre les gens, les laisser à Breil, puis après ils vont visiter Breil, puis après vous les montez à Tarbes, etc. C'est un peu plus compliqué avec des trains réguliers. Voilà. Encore une question, puis, parce que je vois qu'on avance, hein, malheureusement on pourrait encore faire 1 heure. Hein. On parlait tout à l'heure des difficultés à interagir entre États, hein, la France et l'Italie notamment, mais au niveau des communes, on a notamment, on est jumelé avec Borgo. Ah oui. Quand j'étais à la mairie, on a monté un projet voilà. Alcotra, Interreg européen avec eux. Voilà, donc est-ce que là aussi c'est pas un point qu'il faudrait améliorer cette... Oui, mais je crois que le maire de Breil, il est sensibilisé à la question de... Peu importe le maire, c'est pas ça que je sais que pas. je... Par contre, effectivement, on a beaucoup travaillé avec ce projet Alcotra, et puis j'invite les gens à aller sur le site vermegnanaroya.eu. Ouais. Parce que là, c'est un travail extraordinaire qui a été fait en coopération avec toutes les communes de Breil jusqu'à Borgo. Parce que souvent, les gens ils disent, oui, les gens ils travaillent pas ensemble, mais là, oui, ça s'est bien passé, très bien passé. Et vous avez sur ce site une présentation historique avec des propositions de randonnée, etc., de tout ce qui est remarquable dans nos deux vallées. Ouais, alors on a vu très très régulièrement, il y a des petits films qui circulent sur YouTube. Oui, ils ont fait des films sympathiques sur chaque village. Voilà, et on a vu notamment, je l'ai passé il y a 2 jours exactement, un film qui a été fait cet été,
Voilà. Donc entre le confinement, entre le déconfinement et la tempête Alex, où d'ailleurs vous interveniez sur le, sur le territoire. Voilà, c'est le film de clôture du projet Alcotra qui est présenté à l'Europe pour dire voilà, le travail a bien été fait. Alors, voilà. Quelques questions. La première de Laurence. Laurence qui a beaucoup participé. Votre ami qui vous demandiez, enfin votre ami, pardon, la personne qui vous demandiez si vous connaissiez une certaine personne en Suisse. Monsieur Boots, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rénover la station de Pienne ? Ben on peut, mais il faut l'acheter. Actuellement, elle part en ruine. Elle est encore sauvable, on va dire ? Je sais pas. Franchement, j'ai pas les compétences pour ça. Le toit, il faut savoir que le toit est détruit depuis pas mal d'années. C'était, je vais dire... Bon, il y a eu les destructions de la guerre parce qu'il y a eu de gros combats en 1945, là. C'est d'ailleurs à Pienne-Basse, dans cette gare, qu'est décédé le dernier officier de la DFL. Lors des combats avec les Allemands. Bon, le toit, il est depuis 30 ans et il n'existe plus. Il y a tellement d'infiltration qu'il y a eu... Il y a ce maillage qui le tient un petit peu en... Ah, c'est même pas un maillage, c'est juste une toile pour éviter un filet pour éviter que ça tombe. Que ça tombe, d'accord. Donc ça n'a pas d'impact sur le... Oui. Vous en connaissez beaucoup des gares qui sont construits comme ça sur un tunnel, sur des... Ah non, moi c'est la seule. C'est exceptionnel. Oui, ben, c'est parce que les Italiens, ils voulaient faire leur poste de droite juste à la frontière, et puis vous avez des histoires... Bon, que je rencontre un peu dans le bouquin, des histoires complètement folles. C'est-à-dire que les Italiens, il a fallu faire une convention spécifique parce que leur aiguillage était un petit peu trop décalé. Donc, quand ils changeaient leur locomotive, parce que là, il faut expliquer aussi, c'est-à-dire que quand les Italiens ont décidé d'électrifier la ligne, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Français ont dit « Ah, mais nous, on ne veut pas de locomotive électrique sur notre territoire. » Jusqu'à ce que l'état-major comprenne que c'est plus facile de couper un fil électrique que de couper la circulation d'une machine à vapeur. Donc à ce moment-là, ils ont autorisé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une longue période où les locomotives électriques italiennes montaient de San Remo et Ventimille jusqu'à Pienne, et les Italiens avaient dû faire venir des petites machines à vapeur spécifiques pour tirer les trains, même le grand train pour Berlin, etc., entre Pienne et Saint-Dalmas-de-Tende. Donc il y avait des manœuvres infernales qui se faisaient à Pienne, et comme l'aiguille était mal positionnée, ils ont dû prendre des toutes petites locomotives pour que, quand il y avait la manœuvre, le nez de la machine dépasse pas le trait, parce que si vous allez, c'est le pont du Rio, je crois, qui est juste à l'ancienne frontière, qui est à la sortie de cette gare, vous avez un trait France-Italie, et là il y avait les militaires, là. Ils étaient là, ils surveillaient que ça passe pas. Excellent. Et là aussi, on l'explique aussi, parce que toutes les archives, là, vous imaginez pas la quantité d'archives qu'on a récupérées dans des poubelles, un peu partout. C'est fou ça. Rien que pour la construction de ce pont, qui était un pont international, sur ce petit Rio, là. Ils ont palabré pendant 3 ans, 4 ans. Ils ont échangé des factures et puis ça ne se justifiait pas. Et puis le nombre d'allers-retours, de brouettes, ils n'étaient pas d'accord sur... voilà, c'était... C'est fabuleux. On a, outre les beaucoup de félicitations pour votre travail en tant qu'auteur, que co-auteur, et puis votre œuvre sur les voilà, beaucoup de félicitations. Vous lirez, et puis vous répondrez si vous avez envie. Chacha, qui a 2 questions. Qui supporte les frais liés au pass intempéries qui est gratuit ? Ça, c'est la région. C'est la région qui supporte les frais ? Ça, c'est la région. C'est une décision de la région. De la région. Puisque les TER qui montent à Breil et de Nice qui vont à Tende sont régionaux, donc c'est une décision... je ne sais pas s'il était encore vice-président ou s'il faisait fonction, mais c'est M. Tabarot et son équipe qui ont pris cette décision. Est-ce que vous savez, alors question subsidiaire, savez-vous combien de temps cette facilité mise à disposition des voyageurs de la vallée sera proposée ? Joker, j'en sais rien. Voilà, vous ne savez pas. Après tout, il n'est pas SNCF Réseau, on l'a déjà dit. Donc, voilà, toujours pareil. Merci, ça c'est Gal qui nous dit merci pour les 2 livres sur le train, dont un 3e à paraître l'année prochaine ? Non, 2022. 2022, il faut du temps pour... Il y a du boulot. Oui, parce qu'il y a tout C'est combien d'années de travail, ça ? Excusez-moi. Combien d'années de travail le premier, 2e tome et le 3e en préparation ? Au début, vous avez une liste. Ce qu'il y a, c'est que c'est... Comment dirais-je ? Bon, je me suis occupé de la mise en page, de tout mettre en forme, etc.
Mais Monsieur De Santos a commencé à travailler sur l'histoire de la ligne en 1979, ou même avant, en 1976. Donc voilà, et à l'intérieur, il y a 200 personnes. C'est-à-dire, je vais dire, je suis peut-être le chef d'orchestre, mais il y a 200 personnes auxquelles je rends hommage au début du bouquin, qui à un moment donné ont apporté quelque chose. Ils ont donné des photos, ils ont donné des documents. Vous savez, par moment, vous faites des rencontres. Il y a une période qui était... Il faudrait revenir des heures entières pour parler. Mais vous reviendrez, on fera... Oui, mais sur des sujets spécifiques. Avec plaisir. Voilà, il y a une période qui était extrêmement difficile, c'est celle de 44 à 45, hiver. Puisque la veille de la Roya a été isolée, les Briois avaient été évacués, il y en avait quelques-uns qui restaient encore dans les montagnes, mais et il n'y avait que des Allemands qui étaient là. Donc j'ai retrouvé des témoignages de militaires allemands qui maintenant sont décédés, qui très gentiment m'ont raconté, bon, c'était pas des nazis, c'était des gens qui étaient dans les télécommunications, etc. Bien sûr, oui. Et puis il y a des moments où vous croisez quelqu'un, un beau jour je croise une dame tout à fait par hasard dans le village, et qui, mon père il était chef de district. Ah oui, mais il était chef de district, et comme il était isolé de Nice, puisque les Américains étaient arrivés jusqu'à l'Escarène et Sospel, eh ben, il a tout marqué sur une feuille de papier. Tel jour, il y avait un bombardement. Ça, c'était un miracle pour moi. C'est pas béni pour vous, ça. C'était magique, c'était magique. Mais alors, donc... mais moi, ça me passionne. J'imagine, de toute façon, on peut n'être que passionné quand on réalise quelque chose comme ça, ou alors c'est vraiment que je m'y connais pas. Je veux dire, vous avez dit plus de 200 000 documents, c'est ça? En tout, que vous avez... non, je sais pas. Il faut que je regarde le nombre de scans. Je sais pas, tout à l'heure vous avez dit un chiffre que vous aviez retrouvé, enfin en tout, qu'il y avait sur votre collection. Enfin, il faut que je calcule le nombre de fichiers que j'ai dans le disque dur. C'est pas le souci. Comment on choisit le travail d'édition? Voilà, moi c'est un travail qui me passionne, le travail d'édition. Comment on fait un choix? J'imagine que les conférences de rédaction, ça doit être... Non, ça a été mon job. Mais en fait, je me suis facilité la vie puisque je fais 3 tomes. Oui. Donc là, j'ai pas... Mais honnêtement, on pourrait en faire combien? Non, 3 c'est le maximum quand même. 3 c'est le maximum. On pourrait pas faire. Ça coûte de l'argent. Il faut quand même. Je parle idéalement. On parle pas d'argent, on parle pas de fonctionnement. Idéalement, on pourrait presque sortir un tome par décade. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc sur 150 ans, vous faites 15 tomes. Les gens, il faut qu'ils aient plaisir à le lire, plaisir à le feuilleter, plaisir... On est bien d'accord. Donc il faut trouver à la fois des documents de bonne qualité. Bon, on peut les travailler avec Photoshop de nos jours, donc c'est quand même une bonne facilité. Mais après, oui, il faut trouver le... Donc trop mauvaise qualité, on met de côté, quelle que soit l'importance. Si ça a une valeur exceptionnelle, on le met petit et on explique aux gens. Ouais. Vous savez, après il y a des gens à Breil aussi... Je voulais rendre hommage à mon ami Armand Olivero qui a fait un travail extraordinaire de recherche. Voilà, moi j'ai énormément de documents, mais à Breil, il y a M. Taylor qui en a énormément aussi. Là, cette semaine, il a récupéré des photos, des chantiers de tentes, parce que nous, on a la chance, sur la partie autrefois française, les chantiers se sont déroulés après la guerre 14-18. Donc là, la photo était déjà développée. Mais à la fin de 1890 ou 1900, quand le train est arrivé à Vievola, il n'y avait pas beaucoup de photos. Et là, il a retrouvé des photos de très très mauvaise qualité. Donc, ils sont dans mon bureau. Je vais essayer de les scanner avec soin, d'en prendre grand soin, parce qu'elles sont en train de s'émietter. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'on peut les sauver. Puis après, il va falloir récupérer. Donc, je pense que... Allez... Si Dieu me prête vie, il y aura peut-être un tome 4. Un tome 4, on l'espère. Quelques passionnés. Il y a des choses encore à dire. On a quelque chose d'extraordinaire, c'est que autrefois, quand j'ai commencé, c'était très compliqué. Parce que l'impression coûtait très cher. Déjà, les imprimeurs utilisaient des machines énormes. Donc, leur mise en route coûtait très cher, etc. Et maintenant, si vous faites des petits tirages à 100 ou 200, vous avez l'impression... Avec le numérique, on peut s'en sortir. Il y a des gens qui font du très beau travail et qui durent très longtemps dans le temps. Ça, c'est de l'impression traditionnelle. On en a tiré 1000 exemplaires de chaque volume, mais
Bon, il coûte quand même 69 €, mais c'est le prix, quoi. Je pense que ça les vaut largement quand on voit les. Voilà, moi je sais que j'ai été passionné par le premier, j'attendais le deuxième avec impatience. Depuis cet été, je dois vous le prendre. Ça sera chose faite tout à l'heure. Juste pour terminer sur la ligne, et puis après on terminera avec les annales de 2020 de la Roya Bevera. L'avenir de la ligne, il passe par juste une sauvegarde ou est-ce qu'il y a des moyens de la moderniser? Mais elle est déjà moderne. Elle a été reconstruite dans les années 70. Elle a été construite non pas comme toutes les grandes lignes françaises à la fin du siècle 1800, mais elle a été construite vers 1920, après la guerre 14-18 et son explosion technologique. Donc vous avez des tunnels très longs. Celui de Braus, il fait 6 km. Tende, il en fait 8. En ligne droite, vous avez des rayons de courbure de 300 mètres qui sont tout à fait raisonnables. Vous avez... Et là, on peut... On peut pas y faire passer un TGV, mais vous pouvez y faire passer des trains à 90 à l'heure. On peut faire passer des trains à 90 à l'heure et on peut faire passer un nombre de locomotives conséquent, par exemple, imaginons un wagon-restaurant, des wagons-lits, oui, tout à fait, oui. sans aucun problème. Ben, de toute façon, quand vous avez 2-3 fois par an des amis d'associations suisses qui font des trains spéciaux, ils se font plaisir, c'est des trains croisières, et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut des développer. Voitures panoramiques, des voitures restaurants, et ils viennent 2-3 fois par an. Et voilà. Ah, ben ça, mais il faudra me faire participer à ça, mais j'en rêve de ça, moi. Ouais. Bien, on termine, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Vous savez, vous mettez le bouton, vous mettez le contact, mais j'arrête plus là. Je vous prends au mot et on aura une suite hein, sur tout ça, oui. Des choses beaucoup plus... je voudrais juste terminer sur les annales, parce qu'on l'a juste survolé avec le supplément. Donc, d'abord, une fois tous les 3 mois, puis maintenant, vous choisissez le format annuel, hein, annal. Oui. Ça fait 80 pages. 80 pages. Ça fait une centaine avec le supplément. Voilà. Là, dans ce numéro, le sauvetage du piano Pleyel de Breil. Paix à son âme. C'est foutu pour le Pleyel. C'est mort. Il est bien malade. Ouais. Par contre, récemment, j'ai été contacté par une brave dame de Cannes et j'ai communiqué l'information à la mairie. Une dame de Cannes qui veut offrir un gaveau. C'était une pianiste, elle disait qu'elle était un petit peu renommée et qui maintenant, vu son grand âge, je crois qu'elle a 86 ans, elle ne peut plus jouer du piano. Donc elle veut donner son piano pour les enfants. Ça sera un gaveau contre un Pleyel, pour un Pleyel, pourquoi pas. Alors elle m'a dit en noyé de 1903. Bon, donc il était plus ancien encore que le Pleyel, qui était de 1918, me semble-t-il. Hein. Après, oui. Il y a un article sur les loutres. La loutre, hein, dont on en a parlé avec Rémi Massiglia ici. Voilà, et il y a une belle photo que m'a donnée gentiment Monsieur Massiglia. Après, il y a des randonnées, il y a des... Voilà, on y parle donc des curiosités au Pays des Merveilles. Charles Botton, vous revenez sur... oui, parce que c'est un monsieur... Quand je suis arrivé à Breil, on s'est bien... Vous rencontrés tous les deux, parce qu'on était passionnés d'histoire tous les deux. Et... Vous qui l'avez bien connu, parce que vous l'avez bien connu, est-ce que vous arrivez à imaginer la réaction qu'il aurait eue après la tempête Alex? Non, c'est difficile d'avoir des suppositions. Hein, je pense comme toutes les personnes âgées, ça aurait été un choc terrible. Ouais. Un choc terrible, Le nombre de gens que j'ai vus, franchement, qui ne voulaient pas descendre au village. Et qu'après j'ai vu pleurer des gens de 40 ans, pas des vieilles personnes. C'est quand même émouvant et quelque part c'est effectivement ce qu'il y a eu, c'est un vrai choc pour la vallée. Maintenant tout ce qui s'est passé derrière, c'est beau aussi. Tous ces bénévolats extraordinaires. J'étais encore dimanche au col de Bruys pour voir les gens qui ont monté ce pont et qui sont venus de l'association qui s'appelle, je crois, Trek. Les trekkers, c'est fantastique. Les gens qui ont monté le pont suspendu à 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici, il y a eu un pont pour Noël, là. Oui, c'est celui-là, justement. C'est celui des non, ça c'est à Veille. Ça c'est à Veille, et celui dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Puis je parle, à la Brigue, à Tende, dans la vallée du Kéros, il y a eu d'initiatives extraordinaires, quoi.
Bon, vous êtes bien occupé avec ce tome 3 en préparation. Il est toujours en préparation? Voilà, puis oui, tout à fait, j'ai travaillé à l'occasion. Voilà. Et puis bon, je continue à m'occuper de mon entreprise quand De même. votre entreprise. Quelles sont les prochaines choses que... Je sais que vous publiez aussi des vidéos. J'ai vu ça. Ben, il a fallu se mettre au goût du jour. Ouais, j'ai vu ça C'est-à-dire toujours qu'on sur a, YouTube. alors, on a édité à peu près 500 livres comme celui-là Mhm. pendant depuis 1976. Et puis après, on s'est mis en vidéo. Donc il y a un monsieur qui est à Limoges et puis un autre qui habitait avant dans le 04, dans le 05, qui nous font des vidéos. Alors c'est des vidéos pour des passionnés de train. Mhm. Vous avez plusieurs collections. Oui, bien sûr. Ouais. Des collections sur les voyages, Mhm. les trains du Pérou, les trains de... Voilà. Alors, il est déjà 20h06, on va juste passer, parce qu'il y a une petite réaction, on va terminer là-dessus, juste auparavant, juste pour aborder le sujet, parce que là, je sais que si je vous lance, on va y passer 2 heures. Vous vous êtes aussi beaucoup occupé de patrimoine bâti. Là, je me suis fait plaisir à la mairie pendant 6 Là, ans. vous êtes fait plaisir. Notre patrimoine bâti est bien malade, là. Dernièrement, avec les dernières choses. Bon, ça sera sûrement les ponts en premier à reconstruire, mais l'église a souffert. Santa L'église Maria. a souffert, oui. La miséricorde que vous avez contribué avec les associations, avec ce début de rénovation qui était en cours, la chapelle de la miséricorde, pardon, pareil, elle a beaucoup souffert. Et puis la chapelle C'est Sainte-Catherine. surtout Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est énorme aussi au niveau de la... J'espère Tous les qu'il- pianos qui étaient à la Sainte-Catherine, il n'y en a plus aucun. Oui, hein. oui. Le piano mécanique. piano mécanique d'Ange Gipper qui avait non. été offert par la famille Pomarède. À notre ami Pomme, oui. Ouais, là, je crois que ça aussi, c'est... Mais il y avait l'orgue aussi, et puis Il y avait l'orgue, il y avait le piano droit. Ça, c'est qui des... était aussi, je crois que il me semble que ça appartient à l'école départementale de musique. Mais, Ouais. mais ben oui. Bon, maintenant, ceci étant dit, la consolidation de la porte de Gênes, qui est aussi sur une plaque Une qui s'en plaque, va ouais, et qui a ouais. été ancrée dans le mur. Bon, ben, c'est déjà une belle chose. Le... Après, il y a les travaux juste qui continuent à Notre-Dame-du-Mont. Oui, Et... oui, les travaux, avec notamment, cette fois-ci, c'est le toit, hein, la 3e tranche de travaux qui concernera Oui, le les toit. façades, Hein. mais ça, c'est Voilà. la décision de la Vous mairie, me ça. faites penser à une question par rapport à la porte de Gênes. S'il n'y avait pas eu les travaux de réfection, hein, de réhabilitation, on aurait perdu le petit bastion. Je sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est pas certain, mais ça aurait pu être... C'est pour ça que le patrimoine, il faut s'en occuper tout le temps. Ah bah oui, ça, c'est comme tout certain. à l'heure, on parlait de la gare de Pienne et des gares. Ouais, mais ouais. Une maison qui est à l'abandon. Mhm. Oui, on la laisse pas... oui, Voilà, tout à fait, il bien faut sûr. s'occuper et puis réparer les petites choses et puis attendre à faire encore les crottes et tout ça. Mais là, c'est plus de ma responsabilité. Non, mais vous pouvez, en tant que citoyen, vous êtes après tout citoyen Ah oui, également, en tant que citoyen, vous avez oui. votre mot à dire. Je suis toujours président de l'association Voilà. de l'église Santa Maria in Albis. Tout à fait. Et voilà, là aussi on est disponible, l'association, pour participer à des financements. Voilà, donc allez, on va terminer avec les réactions. Jean-Gabriel Ampo, vivement le tome 3, nous dit-il, et elle bénéficie d'une commande centralisée déjà. J'imagine qu'il vous connaît bien, ce monsieur. Oui, Il nous dit il y a eu plusieurs circulations de locomotives historiques à vapeur sur la ligne de la Roya depuis 1979. Tout à fait. Voilà. Et une réaction. Ça peut revenir. Tout est question d'argent. Tout Je est peux question vous dire d'argent. exactement une machine à vapeur combien ça coûte, un autorail historique combien ça coûte. Ouais. Après, on ne peut pas vendre les billets à des prix astronomiques, Ouais. donc il faut des soutiens financiers. Mais une locomotive à vapeur, ce serait. Elle a failli arriver, hein, je crois, à un moment. Ah là, il y a eu... Vous savez, bon, il y a toujours des malentendus. Donc, cette machine à vapeur, lors de la dernière circulation, le train est descendu avec une machine historique diesel qui est quand même... Bon, c'est un engin qui a 40 ans, 50 ans. Mais la machine à vapeur, elle est restée bloquée à Limone parce que, un malentendu, quelqu'un à Marseille a dit « Ah, mais je crois qu'on est actuellement en période où on ne peut pas faire de feu dans les Alpes-Maritimes. » Ah oui, Alors, c'est ils ont vrai ouvert qu'il y le avait ça, parapluie. oui. Et voilà. Mais Et il y avait sinon, ça- les esquis qui risquaient de mettre le feu partout.
C'est Escarbille, pardon. Escarbille. Escarbille. Oui, mais ce n'était pas le cas parce que le même jour, il y a un train à vapeur qui a circulé dans la vallée du Var, au départ de Puget-Théniers, donc il n'y avait pas d'interdiction particulière. Et puis bon. Bien, alors Patricia qui nous dit, et oui, donc en réaction avec, et oui, même si nous ne sommes pas des personnes âgées, moi j'en avais les larmes aux yeux, et j'ai pensé très fort à mes grands-parents et à mon grand-père qui ne sont plus là, je ne sais pas comment ils auraient réagi. Jean-Gabriel qui répond, après cela nécessite une grosse organisation et des moyens importants, un train à vapeur coûte beaucoup plus cher qu'un autorail historique, certainement. Oui, mais bon, Monsieur Ampo s'occupe d'une machine à vapeur en France, donc il sait ce que ça coûte. Par contre, en Italie, côté italien, on a quand même des facilités. Il y a une fondation, la fondation AFS, qui a des trains historiques et qui les fait circuler. Qui les fait circuler, d'accord. Voilà. Maintenant, bon, un train à vapeur, il ne faut pas se cacher, c'est 20 000 €. Voilà. Oui, bah, c'est clair. Allez, là, il faut quand même dire aussi que les fois précédentes où ça a circulé, ils ont été obligés, il y a à peu près 250 places dans un train historique, ils ont obligé de différer la réservation des billets jusqu'au soir, 19h, et 2 heures après le lancement de la réservation, tous les billets étaient vendus. Oui, parce que ça provoque toujours un engouement. Enfin, je sais pas, moi, Vous en faites, c'est pour ça que l'intérêt d'avoir sur place un lieu avec une fosse pour visiter les autorails ou les machines à vapeur, etc. C'est pour ça qu'on a demandé. Mais on regardait, enfin, je regardais encore, on a vu les cadeaux distribués aux enfants. Je sais pas combien de trains électriques on a encore cette fois-ci distribués aux enfants. Je veux dire, c'est voilà, ça fait partie de l'inconscient ou du rêve collectif. Je sais pas comment on pourrait le parler, comment on pourrait le dire. Allez, la dernière réaction, Laurence qui nous dit: la machine brun diesel d'Italie circule-t-elle encore? C'est des machines, je pense que oui, il y a le code, c'est D345 ou D445. Oui, ça circule encore. Donc voilà, elle circule encore. Il y en a à La Spezia, il y en a à Turin. Bien. Allez, toute dernière question avant de se dire au revoir, parce que je la pose toujours à mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous aimeriez souligner ce soir? Non, mais de toute façon, je reviendrai. Donc avec plaisir. Non, mais il y a des tas de choses passionnantes à raconter. Il y a des choses passionnantes. L'histoire de Pianote, ou l'histoire de... Il y en a un qui me plaît bien, moi, c'est Petuluracciu. Alors c'est un banquier. Non, mais après la construction de la voie ferrée, les Briouans ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait des sous. Et il y a un banquier un peu véreux qui est arrivé et qui leur a pris leurs économies et qui s'est barré en Italie. Donc c'est une histoire croquignolesque. Mais c'est pas celui que j'ai entendu sous le nom de Pétouric ou un truc comme ça? Oui. Pétouric, voilà, c'est ça. Donc j'ai entendu l'anecdote. Mais vous viendrez nous la raconter. Voilà, ou alors il faut faire venir monsieur comment il s'appelle? Monsieur Sartor. Monsieur Sartor. Qui lui l'a connu. L'a connu, très bien. Monsieur Braun, je vous remercie beaucoup de votre venue. Écoutez, il est un petit peu tard, donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de vous donner des petites infos et puis la météo que je vous avais promis, je reviendrai demain. Demain matin, exceptionnellement, je vous ferai une petite météo du week-end et puis quelques infos. Et comme ça, personne n'est lésé, parce que là, c'était un petit peu tard. Il est temps d'aller manger. Et puis, merci à vous d'être restés si tard. Monsieur Braun, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Je vous rappelle juste une chose, c'est que cette émission, on l'a enregistrée. Elle sera donc disponible sur Facebook comme d'habitude, sur la page Atella Brianca, sur la page Entraide Bray et Alentour, sur la mienne, la page personnelle Cosmic Searcha, sur la page de l'écomusée du Train des Merveilles que vous allez partager à l'issue de cette émission. Et comme elle a été enregistrée, cette nuit, je la téléverserai sur YouTube pour qu'elle soit disponible dès demain sur YouTube, et je vous donnerai le lien pour la voir sur YouTube. Merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end pour ceux que je ne reverrai que lundi matin, et sinon demain matin, exceptionnellement, allez, on va dire aux alentours des 9h, hein, on va se laisser dormir un petit peu, je viendrai vous faire un petit point météo pour le week-end, et puis quelques infos, hein. Il y a les marchés de Noël notamment, le train des amis, le train du Père Noël, les amis du Var, hein, qui viennent, voilà, tout ça on en parlera demain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain
ou à lundi matin, 6h45 pour Réveillez-vous, comme tous les débuts de semaine. Au revoir Monsieur Braun. Au revoir. Ce n'est rien, juste une pression en baisse. Ce n'est rien, on ne va pas crever, non, ça va passer. Ce n'est rien, tout va bien, on est presque arrivé. Tout va bien, on va couper à travers champs, allez, viens. Tout va bien, ce n'est rien. Tout va bien, tout va bien.